Ceci sont les notes d'un piano, et plusieurs notes jouées sur un piano forment un accord. Un musicien, comme ici Maurice Ravel dans Le Tombeau de Couperin, utilise des enchaînements d'accords spécifiques qu'il juge harmonieux. Mais on se confronte alors à un problème majeur. Y a-t-il une nature même à ces enchaînements, ces transformations ? Car, pour quelqu'un sans aucune éducation musicale, les enchaînements paraissent harmonieux à l'oreille, mais on ne comprend pas pourquoi. Et pour le musicologue, bien que chaque accord soit nommé, les transformations qu'engendrent les enchaînements d'accords ne sont pas les plus intuitives. Prenons par exemple la progression 1-5-6-4, une des progressions d'accords les plus utilisées dans la musique pop contemporaine. Dans la gamme de C majeur, elle consiste en la succession des accords C majeur, G majeur, A mineur, F majeur. La progression est ici représentée sur un piano, mais cette représentation ne permet pas de tirer beaucoup d'informations sur pourquoi cet enchaînement est si populaire en musique. En effet, représenter les notes sur un piano, ce n'est que les disposer de gauche à droite, de la plus grave à la plus aiguë. Y a-t-il peut-être d'autres représentations qui peuvent nous permettre de mieux comprendre les progressions d'accords ? C'est une question qui est centrale dans une théorie de la musicologie appelée théorie néo-riemannienne, du nom de Hugo Riemann, musicologue qui s'est intéressé aux moyens de représenter les accords en fonction des liens qu'ils entretiennent entre eux et non des notes fondamentales les constituant. Vu que les notes espacées d'un octave sont confondues dans leur appellation, on peut se réduire à l'étude des 12 notes de la gamme chromatique. Une première représentation consiste à les disposer en cercle et de relier les points correspondant aux accords joués. C'est peut-être la représentation la plus simple, mais celle-ci ne permet pas non plus de mettre en évidence les liens entre les accords. Une deuxième représentation, inventée par le mathématicien Léonard Euler et modernisée par la théorie néo-riemannienne, consiste à représenter les notes sur une grille. Prenons par exemple le Do. Sur un axe où on représente les écarts de 3 demi-tons et un autre les écarts de 4 demi-tons, on induit alors la création d'une grille qui comportera toutes les notes de la gamme chromatique quelque part. On peut ajouter en plus un troisième axe, dépendant des deux autres, qui représente les intervalles de 5 demi-tons et qui délimite notre grille en triangle. Mais ces triangles ne sont pas n'importe lesquels. Tous les triangles que l'on voit ici représentent les accords majeurs et mineurs de la gamme chromatique. L'objet que nous avons construit s'appelle un tonetz, et la particularité de celui-ci est que la grille qui le représente est engendrée par un seul motif comportant toutes les notes de la gamme chromatique. Ce motif a la particularité d'être le patron d'une figure se repliant dans l'espace sous forme de donut. Toute la construction introduite permet donc de représenter tous les accords majeurs et mineurs sur la surface d'un tore. Mais cette construction n'est pas la seule. Par exemple, si l'on veut mieux voir les notes plutôt que les accords, on peut concentrer les accords en des points et transformer les notes en surface, ce qui donne cette fois un pavage hexagonal qui, pareil, se replie dans la troisième dimension. De plus, choisir de générer une grille par les intervalles de 3 et 4 demi-tons n'est pas le seul choix possible. On a en tout 12 grilles différentes possibles, 12 tonetz qui parfois se replient différemment dans la troisième dimension et ne donnent pas forcément un tore. Enfin, des représentations plus complexes existent, comme le cube dance qui élargit le tonetz des accords majeurs et mineurs en y incluant les accords augmentés et suspendus, voire certaines figures qui existent dans la quatrième dimension, mais bon, ça nous emmènerait trop loin. Retenons juste qu'un large éventail de possibilités s'offre à nous lorsque l'on se pose la question de comment représenter les notes. Mais parmi ces représentations, quels avantages présente le tonetz ? Eh bien, le tonetz des accords majeurs et mineurs est idéal pour construire et déconstruire la musique selon les accords. En effet, la progression pop possède 2 chaînes d'accords caractérisant les accords se suivant et possédant au moins une note en commun. Et de manière générale, beaucoup d'enchaînements utilisent le fait que les accords soient proches entre eux, qu'ils aient des notes en commun. Jouer les accords sur un tonetz interactif est donc parfait pour improviser un morceau ou trouver une progression d'accords idéale pour sa musique. Mais pas seulement. En effet, un morceau donné joué dans le tonetz va former une empreinte sur celui-ci. Empreinte que l'on peut modifier par rotation ou symétrie dans le tonetz, voire plonger dans un autre tonetz avec des accords différents. Dans certains cas, cette méthode permet d'automatiquement transformer une musique joyeuse en musique triste et inversement, en transformant chaque accord par son négatif harmonique. Bref,
L'Autonetz est source de nombreuses remises en perspective de ce qu'est la musique, ainsi qu'un formidable instrument d'improvisation et d'expérimentation musicale. Pour explorer les possibilités du Tonetz, je vous redirige vers le site de Moreno Andreatta, qui comporte un Tonetz interactif sur environnement web, ainsi que le logiciel Hexaccord développé par Louis Bigot, qui permet de voir l'empreinte d'un fichier MIDI dans le Tonetz. Je vous remercie de votre attention.